Bienvenue dans Design de soi. Je suis Clotilde et ici on parle de transformer son quotidien avec conscience, de reprendre la main sur ce qui nous entoure pour créer enfin cette vie qui a du sens. C'est un espace pour celles qui veulent se réinventer. Ici, on laisse tomber les masques et on s'autorise à être soi à 100%. Alors bienvenue sur cette chaîne si vous la découvrez. Aujourd'hui, on va parler des encombrements. Et on va voir que faire de la place dans sa maison, c'est aussi en quelque sorte faire de la place dans sa tête et parfois même dans sa vie. Et quand on veut se créer une vie sur mesure, une vie qui est faite pour nous, ça commence par là. L'encombrement, on va le voir, au-delà de prendre de la place dans nos maisons, dans nos appartements, il influence également notre humeur, notre concentration, notre niveau d'énergie au quotidien, jusqu'à l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes. Et pour ça, aujourd'hui, je ne suis pas seule. C'est le premier épisode que j'enregistre en duo. Je reçois Sophie, elle est home organizer. Et ensemble, on va mettre de la lumière sur ce qu'on banalise et qui crée l'encombrement. On va vous expliquer l'impact réel que ça a sur vous et vous donner des pistes pour revenir à l'essentiel. C'est également le premier épisode filmé, alors au-delà d'être disponible sur toutes les plateformes de podcast, le podcast Design de soi est désormais disponible ici. Alors bienvenue sur YouTube. Vous allez le voir, c'est un podcast tout en douceur. On vous reçoit ici dans mon salon. Alors installez-vous, c'est parti. On va parler des encombrements du coup. Moins d'objets pour plus de clarté. C'est notre sujet ça. Si tu peux te présenter en une phrase. Alors, je m'appelle Sophie Garnier, je suis home organizer, j'ai créé quelque chose de différent, c'est le nom de ma société qui a maintenant 3 ans. Je vous aide à faire du tri, désencombrer et réaménager votre intérieur pour optimiser votre quotidien et retrouver votre sérénité surtout. Et moi je suis Clotilde, ma page Instagram c'est Design de soi. J'accompagne les femmes en transition à retrouver plus de clarté, à retrouver leur direction juste pour elles. Donc je travaille avec le Human Design et l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on se rejoint là-dessus, sur l'intérieur, sur nos maisons. On parlait de moins d'objets pour plus de clarté parce que ton intérieur t'impacte plus que tu ne le crois. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et toi, c'est quelque chose que tu traites beaucoup sur le désencombrement des maisons. Oui, c'est vrai que on découvre dans notre superflu beaucoup de choses qui en fin de compte nous ralentissent au quotidien et polluent notre donc c'est intérieur. Ça, donc si on peut... La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on banalise. On s'habitue à tout ce qui nous entoure, à tout ce qu'on garde autour de soi. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu vois le plus souvent? Qu'est-ce qui te choque? Alors effectivement, quand on vit depuis plusieurs mois, voire plusieurs années dans le même logement, il y a des choses qui s'accumulent et qui nous choquent plus, qu'on ne voit plus à quel point c'est improbable. Chercher le mot, parce qu'il y a certains moments, on a des zones qui sont complètement encombrées ou qui sont bloquées. Mais j'utilise souvent cet exemple qui est un peu gros, mais c'est le fauteuil dans la petite entrée. Oui, où tu ne peux plus ouvrir la porte, tu ne peux plus passer. Donc, tous les jours que quand on rentre ou quand on sort, on doit se contorsionner, on doit cogner dans la chaise, on se prend les doigts de pied dedans, enfin bon bref. Et juste enlever ce fauteuil. Et vous verrez que vous n'aurez plus mal au dos, que quand vous rentrerez avec les courses, ce sera plus fluide. C'est un exemple qui est assez gros, mais qui illustre bien en fait ces choses qui nous polluent visuellement et qui nous ralentissent au quotidien parce que on se prend les pieds dedans, ça nous arrête, ou ça peut être aussi des objets qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal, ou des choses qu'on cherche. Enfin, toutes ces choses nous ralentissent et nous épuisent à petit feu en fait. Ouais, je rebondis sur le fauteuil. Ce que tu décris, c'est qu'on bloque le passage, donc on bloque également la fluidité des mouvements, la fluidité de l'énergie. Ça circule mal. Et tous les jours, en plus, c'est une friction. C'est-à-dire que tu essaies d'ouvrir ta porte et tu butes dedans. Et c'est une friction que tu ressens inconsciemment, à laquelle tu fais pas attention. On s'y habitue. Mais tu t'y habitues, mais c'est de l'agacement. Exactement. C'est un tout petit agacement, mais répété plusieurs fois dans la journée. Donc, en fait, à la fin de ta journée, peut-être que tu es agacé, tu sais pas pourquoi. Oui, mais c'est partout dans la maison. Ouais. Même le cheminement, notre propre cheminement, est freiné tous les 50 cm ou tous les 1 mètre.
Et forcément, au bout de la fin de la journée, on est épuisé. Ouais. Et tu parlais du matériel qui fonctionne mal, c'est pareil. Mm. Oui, ou qui fonctionne mal, ou c'est pas pratique, ou tu as rangé un appareil tout au fond de ton placard, tu dois te déménager la moitié du placard pour y accéder. Ouais, c'est plein de frictions au quotidien dont tu n'as pas besoin. Donc ça charge ton mental. Ah ouais, mais il y en a des dizaines des exemples comme ça. Ça va être la porte qui grince, la fenêtre qui ferme mal, ça va être insupportable. Ou les ventilations qui font du bruit. La ventilation qui fait du bruit, donc du coup on n'allume plus la lumière et on n'allume plus la ventilation. Ou alors c'est le robinet qui fuit, donc on sait qu'il faut faire comme ça. Ou la porte du congélateur qui fonctionne mal et on n'ose pas l'ouvrir. Ou alors quand on l'ouvre, on le referme avec une petite cuillère ou j'en sais rien pour le caler. Enfin, ouais, complètement. Et on le banalise, ouais. Oui. Alors que c'est agaçant. Et souvent, il n'y a pas grand-chose, quoi. On met un petit peu de WD-40, ou on 2 resserre une minutes. vis, ou on resserre un boulon, ou... Enfin, il y a des façons de faire, et la plupart du temps, ça prend pas longtemps. Ouais, complètement. À arranger. Complètement. Et même sur l'accumulation, si on revient là-dessus, finalement, tu t'habitues aussi à tous les objets qui t'entourent au quotidien, à ce que tu continues d'accumuler et qui n'a pas forcément lieu d'être, ou qui prend pareil de la place, ou qui te gêne pour attraper tes affaires. Moi, j'aime beaucoup la vision de Marie Kondo qui dit qu'un objet oublié est un objet mort. En fait, un objet que vous laissez dans un coin et qui reste là, à partir du moment où vous ne le touchez plus, vous ne l'utilisez plus, vous ne le voyez plus, en fait. Il est dans votre champ de vision, mais vous ne le voyez plus. C'est plus un objet qui dort, c'est un objet qui est mort. Et c'est plus une possession à vous, c'est plus un objet, c'est un truc qui encombre et qui n'a plus de raison d'être. Complètement. Et il faut vraiment arriver à identifier tous ces objets en scannant son intérieur. Oui, complètement. Ouais, tu disais c'est un objet qui est mort, en fait tu mets plus de conscience dessus. Donc, et c'est un objet qui peut du coup sortir facilement de chez toi. Complètement. Complètement. Et tous les objets d'ailleurs que tu fais rentrer chez toi, en général, tu mets une conscience dessus, que tu y penses ou non. Tu sais que c'est là, tu sais que tu dois t'en occuper, tu sais que tu dois le réparer s'il faut. Donc ça prend de la place, oui, physiquement dans ta maison et mentalement dans ta tête. Voilà, tu te rajoutes de la charge mentale. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je dois rendre à un tel. Ça, il faut que je le vende. Ça, il faut que je le donne. Ça, il faut que je l'apporte à telle personne. Il faut. Je ferai plus tard. Complètement. Ça, je trouve qu'on banalise aussi. Moi, on me l'a beaucoup fait. C'est me remettre des objets que j'ai pas demandé. Voilà. Tiens, tu le donneras à un tel. Ou tiens, j'ai récupéré ça, ça peut te servir. Et c'est pareil, comme de la charge mentale, c'est de la charge physique qu'on te donne, c'est de la charge mentale qu'on te donne aussi. C'est un objet qui vit chez toi, sur lequel tu as de la conscience. Tu sais que tu dois t'en occuper, tu sais que tu as une action à faire dessus, et ça prend de la place. C'est pour ça que j'essaye de faire identifier à mes clients le flux d'objets. C'est-à-dire d'essayer de ralentir, d'arrêter, ou du moins de ralentir le flux de rentrée. Donc, c'est-à-dire que ça peut être au niveau... des cartons d'emballage, des papiers, des flyers qu'on reçoit. Mais effectivement, c'est aussi la mère ou la sœur ou une amie qui nous apporte des choses parce que c'est les vêtements du petit et le petit a le même âge que le nôtre, ou des jouets qui auraient pu, ou j'ai trouvé dans une ressourcerie ce petite chose, je me suis dit que ça t'intéresserait. Voilà, il faut accepter. Qu'est-ce que je fais de ça? Il faut les identifier et dire à ces personnes non merci. Au bout d'un moment, je ne peux pas, parce qu'en fait, la plupart du temps, on voit ça comme des cadeaux, et comme les cadeaux qu'on a payés cher, on n'arrive pas à se débarrasser des cadeaux. C'est un autre sujet, mais c'est vrai que... il y a la partie sentimentale qui est à gérer. Il y a le côté sentimental, mais si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, qui prend trop de place, ou qui ne correspond pas du tout à vos goûts, ou qui vous rappelle un mauvais souvenir, ou parce que c'est les beaux-parents qui ont acheté, et que il faut s'en débarrasser. C'est à partir du moment où ça n'a rien à faire chez vous, c'est trop gros, ça vous encombre, ça vous plaît pas, ça vous fait... Voilà, là vous voyez, ça fait pas vibrer comme il faut. Allez, on le sort. On l'offre à quelqu'un d'autre, on le revend si ça vaut des sous. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais on le sort de chez soi. Parce que voilà, à chaque fois qu'on va passer devant, c'est la question à se poser. C'est est-ce que ça apporte vraiment de la joie? Est-ce que c'est soit de la joie, soit c'est sentimental, soit c'est utile? Voilà, déjà, vous avez les 3 questions de base qui peuvent vous aider à faire du tri. Mais sinon, on banalise le fait de garder parce que c'est un cadeau, parce que la personne elle va se vexer si on s'en sépare.
alors que nous, c'est une charge au quotidien, que la personne a oublié d'ailleurs. Oui. Elle s'est débarrassée Des de fois, cette charge oui. et nous, on la garde. Des fois, ils ne se rappellent même pas de ce Mais qu'ils complètement. vont faire. Donc c'est vraiment des choses qu'on se sent obligé de faire alors que personne ne nous l'a demandé et ça n'impacte personne d'autre que nous. Donc ouais, c'est des choses, ça fait partie de ces choses qu'on banalise. Donc tout ce qu'on est en train de dire là, c'est que ça a un réel impact sur nous, tout ce qui nous entoure. Et pour le coup, j'avais quelque chose pour rebondir dessus, c'est que moi, je l'ai vécu, cet encombrement. Donc pour le coup, c'est familial. J'ai été élevée comme ça, où on accumule et surtout, on garde. Et j'ai fait la première partie de ma vie comme ça, où j'ai beaucoup accumulé. Et en plus, beaucoup déménagé. Donc j'avais beau me débarrasser d'objets, j'emmenais quand même une grande partie avec moi. Jusqu'au jour où je m'en suis préoccupée. Et c'était une période de ma vie où j'avais beaucoup de charge mentale. Et j'ai découvert le minimalisme. J'ai commencé à désencombrer. Et j'ai vu vraiment l'impact sur moi à chaque fois que je sortais un objet de ma maison. Donc c'est là que j'ai commencé à vraiment comprendre l'impact de ce qui m'entourait sur ma charge mentale, sur ma santé, mon bien-être, au-delà de ça. Donc c'est vraiment là que j'ai commencé à comprendre que ça nous impactait plus qu'on ne voulait le voir. Bien sûr. En fait, il faut aller voir un peu plus profondément. Alors effectivement, il y a l'éducation. Les générations de nos parents, voire de nos grands-parents, c'était quand ils achetaient un meuble ou autre, ils mettaient un salaire dedans et il fallait que ça dure effectivement plusieurs générations. Donc nous, on a grandi avec ça, de dire, voilà, cette table, on en prend soin, on ne pose pas les verres dessus, on fait attention, on ne joue pas dessus parce que le grand-père, la grand-mère l'ont payé très cher et un jour vous en hériterez. Voilà. Donc on a déjà cette pression. T'es à peine né, t'as déjà la pression de récupérer la charge mentale de toute la famille. Voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans les générations, ça a été stocké dans les garages, ça a été stocké dans des dépendances ou des choses. Et un jour, on se dit, bon, ok, la voiture, elle dort dehors parce que y a cette table, il y a l'armoire qui a coûté un bras, il y a le truc dont un jour on mettra dans notre appartement, alors qu'on a des petits appartements et ça rentre pas forcément. Et puis c'est plus à notre goût, quoi. C'est plus à la mode. Ouais, ça ne ressemble pas, en fait. Mais voilà, on hérite de quelque chose qu'on n'a pas demandé. C'est ça. Ouais. Donc il y a cette pression de l'héritage et donc c'est quand je parle de l'héritage matériel, mais immatériel aussi, parce que non, c'était la grand-mère, c'était son objet préféré, tu peux pas le jeter, oui, sauf que c'est gros comme ça, et j'ai pas la place. Et des fois, ça peut être même des objets qui paraissent un peu glauques. Et de se dire, je dois garder ça chez moi, ça va pas du tout. Donc, effectivement, il y a l'héritage. Et puis ce côté, ça nous met une pression, on culpabilise quand on s'en débarrasse. Et donc, du coup, on le trimballe dans plusieurs déménagements. Et il faut se rendre à l'évidence que c'est absurde. On paye des bras en plus, on paye des mètres cubes en plus de camions pour emmener tout ça, pour en fin de compte le stocker. Pour le stocker, donc tu payes aussi des mètres carrés de stockage. C'est ça, de mettre ça dans le garage parce qu'on veut surtout pas mettre ça chez soi, sauf que la voiture elle dort dehors, et puis voilà, la voiture elle s'abîme, et puis bref, c'est trop lourd. Et tu disais que c'est vraiment il faut lâcher prise, et quand on se débarrasse des meubles ou des objets comme ça, effectivement, on perd du poids au sens propre, mais on perd aussi du poids sur nos épaules, de lâcher prise, et ça nous permet aussi d'avancer et de créer notre propre histoire. Complètement. Voilà. Et tu parlais des dépendances, ça je l'ai vécu aussi, où j'ai désencombré mon appartement, mais j'avais encore une cave, et donc je sentais, en fait, c'est là où on voit le poids des objets et la charge mentale que ça te crée. Tu mets de l'intention et de l'attention sur tes objets. Donc mon mental savait en fait qu'il restait la cave, il fallait s'en occuper. Et même une fois que j'ai débarrassé la cave, je savais qu'il restait ma chambre chez mes parents. Ça allait jusque là. Et là j'ai réussi à vraiment aller au bout du process, une fois que je me suis occupée de toutes mes affaires. De toutes tes possessions. Tout, voilà. Pas juste ce qui est sous mes yeux, mais ce que je sais posséder et qui est stocké à un endroit, donc qui devient presque un objet mort, bien que j'ai encore de l'attention dessus, mais quelque chose... Complètement. Complètement. Oui, et puis après, donc toi tu parles pour tes objets personnels, mais moi je l'ai vécu pour... alors c'était des objets de la famille, mais
Moi, c'était plusieurs générations. Je pense qu'il y avait 3 ou 4 générations de stocker dans une dépendance. Donc, chez mes grands-parents, qui a été, enfin, la propriété qui a été la maison de mon père après. Et en fait, cette dépendance, elle faisait au moins 200 mètres carrés. Donc, il y avait le double garage, il y avait les bureaux, l'atelier, et puis le grenier à foin au-dessus, et tout ça en longueur, et qui était mais plein de 3 générations. Ça a été stocké là, parce que c'était à l'arrière-grand-mère, c'était à l'arrière-grand-père. Euh, C'était manuel, ça achetait beaucoup de choses, donc j'avais des meubles, des choses comme ça. Et mon papa est parti brusquement et on s'est retrouvés avec une petite famille, ma mère et mon frère, pour trier tout ça. Et je ne connaissais pas mon métier à l'époque on est vraiment tombé des nues de dire ok, il faut qu'on vide parce qu'on va vendre la maison. On ne peut pas le vendre en l'état, c'est impossible. Il y a des personnes qui le font, mais on savait qu'il y avait quelques trésors. Et quand je parle de trésors, je ne parle pas de monétisable, mais de dire voilà, on a retrouvé des jouets de quand on était petit, ou des photos, ou des choses comme ça. Mais on savait qu'on ne pouvait pas donner ça à quelqu'un et que la personne jette tout, fout tout au feu. Enfin, c'est pas possible. Et ouais, on est tombé là-dessus de dire mais ok, par où on attaque? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Et puis on attaque là, mais on attaque, et il y en a partout. Et vraiment, on s'est posé cette question, mais comment on fait? Et il nous faut de l'aide. Qui on peut appeler pour... Et là, on se dit, qui on peut appeler? Emmaüs qui va venir débarrasser? Ils se dépassent pas à la campagne, et puis sinon, il faut les payer. Après, on a les antiquaires qui vont te dire, non, en fait, désolé, ils ont gardé ça pendant 70 ans, mais ça vaut rien. Ou certains qui vont dire, oh non, ça vaut rien, puis en fin de compte, il va t'acheter ça à 50 balles alors que ça valait peut-être un peu plus. On n'est pas accompagné dans ces cas-là, et puis en plus, on part dans tous les sens, donc on a mis des mois et des mois à trier ça, et voilà, comble de... Ouais, c'est lourd. Et en plus, tu as la partie... Alors, c'est lourd, ça prend du temps, c'est un process qui est compliqué. Mais en plus, tu as la partie sentimentale. Et surtout, quand tu fais ça en famille, on n'a pas le même degré d'attachement aux objets, d'attachement à la personne ou à cet objet en particulier. On a les profils différents. Et ma mère, mon frère et moi, on avait 3 profils différents. Donc, c'est vrai que j'ai pu voir aussi ça. Et c'est très dur parce qu'il y a des familles qui se brisent à cause de ça. Ouais, complètement. Suite à des héritages, parce que c'était pas clair avec les proches. Ils nous ont pas dit s'ils voulaient garder, s'ils voulaient pas garder, s'ils voulaient donner à tel frère ou telle sœur. Voilà, donc là on parle d'objets, des fois c'est la maison, mais effectivement ça crée des frictions. Alors je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais le mieux c'est d'en parler en famille. Comme je sais que dans notre culture c'est encore un peu délicat de parler de la mort, de l'héritage, des choses comme ça, mais c'est des choses qui permettent d'éviter des guerres entre les familles, entre les membres de la famille restants, quoi. Ouais, complètement. Et puis des fois, on se permet aussi on s'oblige à garder des choses. Le frère ou la sœur, pareil. Et en fin de compte, si on creuse un peu, on le garde pour l'autre et l'autre le garde pour soi. Ah mais en fait, moi je le gardais pas. Ah non, allez, ça part. Complètement. Je cherche le mot, c'est... J'aime peut-être plus le mot, c'est être fidèle en fait à quelque chose alors qu'on s'en est pas parlé. C'est encore de l'héritage immatériel en fait. C'est être fidèle à... vous gardez la maison, hein, surtout vous la vendez pas quand on sera parti. Oui, à quelqu'un qui n'est plus là. À l'autre bout de la planète. Ou alors, la famille se rend jamais compte, c'est un héritage beaucoup trop lourd pour les épaules de la descendance. Enfin, on a déjà nos vies à créer, on est en train de créer notre famille, et la famille qui est partie attend encore des choses de nous. C'est un héritage qui est très lourd et un peu égoïste au final. C'est que eux non plus, cette charge mentale, ils se sont déchargés sur nous. Et nous, on se sent obligé d'entretenir quelque chose qui n'a plus lieu d'être parce que ça ne nous ressemble plus, c'est pas notre histoire. Et malheureusement, ce sont des gens qui sont partis. Donc, c'est très lourd sur nos épaules et c'est très lourd pour notre charge mentale, surtout par la vie qu'on mène. Enfin, les vies qu'on mène aujourd'hui sont déjà tellement pleines qu'on ne peut pas en plus se charger de ce que les autres nous imposent en fait. Exactement. Donc c'est ce qu'on se dit, c'est qu'on a eu le courage tous les 3 de faire le tri,
ce tri que 3 générations avant n'ont pas eu le courage de faire. Complètement. On repoussait parce que on était là que le week-end, on allait pas trier, parce qu'il faisait beau, on allait se balader, parce qu'il pleuvait, on n'allait pas pouvoir sortir les choses du garage. Enfin, il y avait toujours une bonne raison. Complètement. Ouais, tu parles de courage et moi je l'ai vécu comme ça aussi. Ouais, j'étais la première dans ma famille à faire l'effort de couper ça, déjà parce qu'il y a un cordon invisible à couper, où on dit, on commence à dire ouvertement, je me choisis moi, et tant pis pour les attentes des autres, je me remets au centre. Et quand on va vers du tri ou vers du minimalisme, faut passer par là, couper ce cordon et avoir le courage de regarder en face tout ce qu'on a accepté de l'extérieur, qu'on a accepté d'accumuler, d'emmener avec nous, pour enfin faire le travail, comme tu disais, que les autres générations n'ont pas, pas le courage de faire. Suivre son propre chemin, et puis c'est surtout qu'en faisant ces démarches, souvent on est des locomotives en fait. On donne l'exemple. Exactement. Et les gens voient l'effet que ça fait sur nous et se disent on va peut-être s'y mettre aussi. Et puis tu parles de la maison des parents où on stocke beaucoup nos affaires. Beaucoup de parents me disent mais nous c'est beaucoup les affaires des enfants, il y en a là, le garage il est plein. Je dis mais il faut voir avec eux pour... Alors il y a les deux cas, il y a ou les parents qui jettent tout et les enfants qui se disent mais pourquoi t'as touché, ou alors les parents qui disent bon j'ai rien touché parce que t'aurais pu tout balancer, de toute façon voilà. Il y a un juste milieu entre les deux. Il y a un juste milieu entre éviter le sanctuaire et puis éviter le stockage des enfants. Exactement. Et encore une fois, il faut se mettre autour d'une table et il faut en parler. Complètement. Et dire ok ça, ou dire écoute tu sais ta chambre d'ado maintenant t'as tes enfants et tout, tu pourrais récupérer tes affaires, en plus il y a des jouets qui pourraient plaire à tes enfants, et puis nous on aimerait bien aussi se réapproprier notre maison parce que quand on reçoit du monde, les faire dormir dans ta chambre d'ado, c'est un peu dérangeant. Que nous, on aimerait bien faire une vraie chambre d'amis maintenant que tu es parti et que tu n'en as plus besoin. Donc c'est aussi laisser à ses parents la possibilité de reprendre le contrôle de leur environnement et de se sentir vraiment chez eux et pas un peu chez eux et chez leur ado qui n'est plus ado, qui est déjà papa ou maman. Enfin bref. Et ça, c'est hyper important. Je vais rebondir. On parlait de l'impact, de l'impact réel sur soi par rapport à ce que tu as dit et ce que moi aussi j'ai observé. L'impact sur soi, si on commence à désencombrer, à y voir plus clair, on y voit plus clair dans sa tête. On se permet de poser ses limites une fois qu'on prend conscience de ça, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus que tout le monde ou même nous fassions rentrer un tas d'objets chez nous qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'histoire pour nous. Oui, et puis rendre son quotidien plus fluide, être vraiment serein et évoluer dans un environnement qui nous ressemble vraiment. Tout à fait. En tout cas, c'est la première étape, c'est la page blanche pour pouvoir réécrire effectivement une histoire qui nous ressemble. Donc, comment on fait pour revenir à l'essentiel ? Moi, je dirais que première étape, c'est en prendre conscience, mettre de la conscience là-dessus, commencer à voir. Mettre des mots sur les mots. Ouais, complètement. Ok, comment on fait pour revenir à l'essentiel ? Donc, première étape, mettre de la conscience là-dessus. Deuxième étape, on le disait, avoir un objectif clair, en fait. Oui, tu as raison. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Pourquoi on fait ça ? Effectivement, on en revient au pourquoi. En fait, dans tous les projets que tu lances, si le pourquoi n'est pas fort, tu le mèneras pas à bout. Il faut rester focus sur l'objectif et surtout avancer petit à petit. Et faire un objectif réalisable, atteignable, comme on dit, mais à portée de main. Accepter qu'en fait ces choses-là prennent du temps, parce qu'on a mis des années, voire des décennies à accumuler, et on peut pas éliminer tout ça en 2 heures, quoi. Oui, je voulais rebondir sur l'objectif. Moi, ce qui m'a maintenu à flot là-dessus, parce que c'est effectivement conséquent quand on s'y prend tout seul, c'était que je retrouvais ma clarté mentale. Donc c'était ma santé, c'était clairement ma santé, santé mentale, tu peux le dire. Non, santé physique également, bien sûr. Santé au global. Oui. C'était ma santé qui allait jouer là-dessus. Donc c'était effectivement avoir un objectif clair en ligne de mire et passer à l'action
passer à l'action, donc tu le disais, en petits pas, bien sûr, atteignables. C'est, moi, si je devais mettre des mots sur comment je l'ai vécu, je l'ai vu un peu à travers ma famille. Pour moi, c'était OK la vitesse que je m'étais donnée. Je l'ai fait petit à petit, mais à mon rythme, hein, qui est quand même un rythme C'est soutenu. très important. Je savais où j'allais et le rythme était le mien. J'étais capable d'aller très vite là-dessus parce que dans ma tête, j'avais débloqué le truc, donc je pouvais mettre en place physiquement. Mais je l'ai vu avec ma famille, qui n'avait pas suivi ce process, où pour eux, c'est allé beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite parce qu'ils n'avaient pas fait toutes ces étapes en amont. Et moi, quand je suis arrivée pour débarrasser, T'étais prête, quoi. Ouais, ça avait beau être mes affaires, eux, pour le coup, ça a été un choc. Donc oui, c'est vraiment adapter sa vitesse à ce que toi, tu es capable. Parce que finalement, tu touches quand même à ton histoire, à tous ces objets que tu as accumulés et qui te parlent, qui racontent quelque chose de toi. Donc c'est aussi une page de ta vie que tu tournes. C'est des anciennes histoires, c'est couper le cordon avec l'histoire familiale, c'est plein de choses comme ça. Et être OK avec le fait de faire sortir des cadeaux. Et il y a cette valeur sentimentale également que tu fais sortir. Accepter d'être pas égoïste, mais de penser à soi en fait. De dire oui, ça va vite, oui, je vais éliminer des choses, mais ce sont mes affaires et c'est ma santé en fait. C'est mon mental qui en a besoin. C'est ma vie, c'est ma santé. Voilà, c'est ça. Donc au bout d'un moment, que j'aille trop vite, pas assez vite, que j'en jette trop, que j'en jette pas assez, ça regarde que moi. Ça regarde que la personne, complètement. Ouais. Malgré tout l'amour que j'ai pour vous, c'est pas... Complètement, ça n'empêche. C'est pas un objet qui montre l'amour qu'on porte à quelqu'un. Exactement. Ouais. Donc au final, oui, les objets que tu gardes autour de toi influencent directement ce que tu ressens de toi en fait. Exactement. Voilà. Donc est-ce que toi tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet ? Moi je pense que j'ai fait le tour. On a bien développé, je pense. Ouais, on est pas mal. Du coup, toi c'est un peu ton métier maintenant. Comment tu accompagnes les gens là-dedans ? Eh bien écoute, exactement comme on disait, on met des mots sur les mots pour faire prendre conscience de la situation, déculpabiliser. Ensuite on digère tout ça, parce que souvent ça met du temps à... C'est des choses qu'on sait inconsciemment, mais le fait de les avoir posées et de les avoir laissées là, ça remue beaucoup de choses. Ensuite on met un plan d'action en place afin d'avancer méthodiquement, petit pas par petit pas, et surtout en fonction de la situation et de notre vécu. On ne va pas attaquer des objets qui sont très sentimentaux, on va essayer de taper sur des choses plus usuelles. Et enfin, le réaménagement, l'optimisation, la mise en beauté de l'intérieur en rangeant et organisant. Ok, très bien. Voilà. Et en mettant en place de nouvelles habitudes pour que le désordre ne revienne pas. Parce que l'idée, c'est que je ne revienne pas dans tous les 6 mois, quoi. Et toi, cette période de tri, en quoi elle t'a aidé à écrire ta nouvelle histoire ? Moi, il m'a aidé à comprendre vraiment l'impact de mon intérieur sur moi, sur ma santé, sur la femme que je devenais, et comprendre aussi l'importance que c'était de s'intéresser et de s'occuper de son intérieur. Donc maintenant, c'est quelque chose que j'utilise pour comprendre les femmes que j'accompagne et pour les aider à passer à l'étape suivante dans leur vie, à réécrire cette nouvelle histoire. Donc une fois, effectivement, qu'elles ont fait du tri, la page est blanche et on peut écrire la suite ensemble. Donc voilà. Trop bien, merci. Mais de rien, c'était trop merci bien. à toi. Je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode. J'espère que cet échange vous aura plu et que vous aurez appris des choses. J'espère notamment que vous avez compris pourquoi l'encombrement vous coûte peut-être plus d'énergie que vous ne le pensez. Et maintenant, il y a peut-être une question qui se pose. Pourquoi c'est si difficile de s'en débarrasser ? Vous allez voir que parfois, c'est pas tant aux objets qu'on s'accroche, mais c'est à la personne qu'on était. Et c'est exactement ce dont on va parler dans le prochain épisode. Ça sort tous les mercredis, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Je vais vous mettre également tous les liens en description. Si vous ressentez que l'espace que vous habitez vous fatigue et que vous voulez être accompagné dans cette démarche de désencombrement, vous pouvez retrouver Sophie sur la page Instagram Quelque chose de différent. Et si vous souhaitez retrouver une vraie clarté au quotidien, je vous aide à remettre de l'ordre dans votre vie et dans votre espace. Vous pouvez me retrouver sur la page Instagram Design de Soi
où vous aurez accès à mes accompagnements individuels ainsi qu'à mes formations pour pouvoir avancer à votre rythme en autonomie. Merci d'avoir écouté, encore bienvenue sur cette chaîne YouTube. Et avant de partir, si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, mets un like et partage-la à une femme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui.